Auditeurs de Radio Canal K, Radio Dénigment, FM Liberté et Ben Radio, rebonsoir. Y aura-t-il un loup dans le flou politique de la France dans les pays africains francophones? La dangereuse ambivalence de la position de François Hollande face au tripatouillage constitutionnel des dirigeants africains. Les plus à même à répondre à cette question fondamentale sont Denis Sassou Nguesso, Joseph Kabila, Paul Kagame, Blaise Compaoré, Pierre Nkurunziza, Faure Gnassingbé, pour ne citer que cela. Auditeur panafricain de cette émission Fenêtre sur l'Afrique, lors de sa visite à Accra en juillet 2009, et plus récemment lorsqu'il recevait en août 2014 des présidents africains en sommet aux États-Unis, Barack Obama avait déclaré que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. François Hollande, à la veille du sommet de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, en novembre 2014, mettait en garde les chefs d'État qui voulaient changer les règles du jeu pour briguer un troisième mandat. Ces deux prises de position répondent et rejoignent la manifestation de plus en plus pressante, mais aussi répandue sur tout le continent africain, de l'aspiration des peuples à vivre dans de vrais états dignes de l'ère actuelle. Ces deux interventions ont été accueillies par ces peuples comme venant appuyer leur soif de justice, de liberté, de modernité, bref, de la démocratie. Après le printemps arabe, une certaine bise démocratique semblait souffler inexorablement sur l'Afrique subsaharienne. L'étouffement du dessein secret de Boni Yayi au Bénin et la révolution burkinabé viennent créditer ce constat. Amis auditeurs de Canal K, de Fenêtre sur l'Afrique, Radio Dénigment et Ben Radio, FM Liberté, il faut croire que nombre sont encore ces présidents ou dirigeants aux conceptions rétrogrades, ne jurant que par l'autocratie, la barbarie et la mégalomanie, qui refusent de voir ce phénomène qui pourtant se produit sous leurs yeux. Ils s'obstiennent à se convaincre qu'ils sont l'alpha et l'oméga de leurs États. Le cas du Congo-Brazzaville est assez parlant. Voilà un président qui fut chassé du pouvoir pour les mêmes causes qu'il est en train de reproduire actuellement. Que devrait-il craindre d'ailleurs? La France lui avait, nous parlons justement de Denis Sassou Nguesso, la France lui avait offert l'asile dans les années 90 avant de le réinstaller à la tête de son pays, vient par la voix de François Hollande de lui reconnaître le droit de piétiner les aspirations fondamentales et légitimes de son peuple. À quoi joue donc François Hollande? Comment peut-il demander à ses homologues africains de ne pas changer les règles du jeu pour s'éterniser au pouvoir et au même moment reconnaître à Denis Sassou Nguesso le droit de consulter son peuple quand on sait que la manipulation que constitue cette consultation? François Hollande est tout sauf un naïf. Il sait très bien que cette consultation n'a qu'un seul but: ouvrir les vannes constitutionnelles pour que Denis Sassou Nguesso rempile pour un troisième mandat ce que la Constitution, dans son ossature actuelle, lui empêche. Comment Nguesso peut-il consulter en toute transparence son peuple lorsque tous les leviers et l'organisation et de l'issue même du scrutin sont entre ses seules mains? Pourquoi François Hollande concède-t-il à Denis Sassou Nguesso ce qu'il a refusé à Blaise Compaoré? Le pétrole congolais en serait-il pour quelque chose? La question reste encore posée, auditeurs de Canal K. Dans les pays normaux, la consultation des populations serait même réclamée par ces dernières. Dans tous les pays démocratiques, les citoyens réclament davantage de réformes, preuve de leur soif à être impliqués beaucoup plus.
un changement ou une révolution de constitution est effectuée afin de permettre à un pays de progresser. Seulement, il est ici question de pays avec des dirigeants qui pensent encore être les seuls à même de présider à leur destinée. Leur volonté de changer de constitution ne peut que rimer avec régression politique et déni des droits fondamentaux de leur population. Peuple africain, encore menacé par la volonté insatiable de tyrans à confondre leur destin singulier à ceux plus grandioses et transcendantaux de leur pays, mobilisez-vous et levez-vous, à l'instar de vos frères burkinabés, pour faire échec à ces despotes et leur soutien dans leur entreprise inhumaine. Merci de votre fidélité sur le www.canalk.ch, Radio Déniement, FM Liberté et Ben Radio. Eh bien, direction tout de suite le Congo-Brazzaville qui se replonge dans une crise politique infernale. Et justement, mardi dernier, à l'appel d'une coalition de l'opposition, les Congolais ont manifesté dans les rues du Congo-Brazzaville et dans d'autres villes également contre le référendum qui doit se tenir demain dimanche. Eh bien, et justement, le président Sassou Nguesso, âgé de 72 ans, est frappé donc par la limite d'âge et l'interdiction inscrite dans la Constitution de 2002 d'exercer plus de 2 mandats présidentiels. Eh bien, pour en discuter, nous accueillons en direct depuis la France, Luc Bertin Nitumbi. Il est cadre juridique dans les assurances. Il est également secrétaire général de l'association Diaspora Congo-Brazzaville, DCB, basée en France. Luc Bertin Nitumbi, bonsoir. Bonsoir, Sylvain Amos. Merci de répondre à notre invitation. Vous suivez de près la manifestation du peuple congolais. Alors d'abord, est-ce que la diaspora congolaise est consultée par ce référendum? Alors, tout d'abord, avant de rentrer dans le fond, mon cher Sylvain Amos, je voudrais vous remercier et remercier Canal K de s'être intéressé au cas du Congo, qui vit actuellement un drame. C'est l'occasion pour moi et de l'association Diaspora Congo-Brazzaville que je représente de déplorer toutes les victimes et les violences de toute nature qui se sont constatées depuis l'annonce de la décision du président Denis Sassou Nguesso de soumettre à référendum un projet de changement de constitution. C'est l'occasion aussi de présenter mes condoléances au nom de la diaspora à toutes les familles des victimes. Aujourd'hui, effectivement, il y a eu une manifestation à Paris qui a regroupé l'ensemble de la diaspora, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour exiger que les violences cessent, pour demander à ce que la liberté d'expression puisse continuer à être à l'œuvre dans ce pays, pour demander à tous les Congolais de ne pas se laisser emporter par les volontés politiques de tous bords, que ce soit de la majorité comme de l'opposition, et de demeurer unis pour défendre ce bien commun que nos ancêtres nous ont légué, à savoir le Congo, qui doit demeurer une république une et indivisible, et surtout une république dans laquelle les Congolais, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine politique, sociale, économique, puissent vivre en paix, tout simplement. Voilà l'exigence et le leitmotiv, de mon point de vue, de cette manifestation. Donc, les Congolais de la diaspora ne sont pas consultés et par ce référendum. Voilà. Alors là, l'association que je représente, en l'occurrence Diaspora Congo-Brazzaville, est une association à but non lucratif et surtout une association neutre politiquement. À la suite de la décision du président de la République de soumettre à référendum ce projet, on a initié au sein de l'association plusieurs débats pour savoir quel serait notre positionnement. Les résultats
sans que Diaspora Congo-Brazzaville ne s'est pas immiscé dans le débat sur le fond d'être pour ou contre la Constitution, mais en revanche à relever deux éléments sensibles. Le premier élément, s'agissant du changement de l'acte fondamental, parce qu'il faut bien se dire que la Constitution est l'âme d'un pays. La décision de changer cette Constitution, qui est quand même l'acte le plus élevé dans l'ordonnancement juridique du droit interne, n'est pas un acte banal. C'est un acte qui engage tout le peuple congolais. Et donc, l'association Diaspora Congo-Brazzaville s'est insurgée de ce que, à l'occasion des consultations qui ont précédé cette décision du projet de changement de constitution, la diaspora n'a pas été consultée. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, en tout état de cause, même dans le cas du référendum, les Congolais de l'extérieur ne pourront pas s'exprimer. Donc déjà, là, c'est une incongruité que la diaspora vit comme un bannissement, et comme un déni de citoyenneté. Et donc déjà sur ce point, nous nous sommes insurgés. Le deuxième point qui a été soulevé sans parti pris et de manière objective, il a été constaté que cette décision présidentielle a soulevé de vives protestations, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. Et on a relevé la crainte que ces protestations ne dégénèrent. Et nos craintes se sont avérées fondées, puisqu'effectivement, on dénombre d'ores et déjà des morts et des nombreux dégâts matériels, sans compter les blessés. C'est ce qui me permet de dire que la situation est dramatique. Très dramatique. D'autant plus que, mon cher Sylvain Amos, l'histoire du Congo a souvent été écrite au bout du fusil. Ça, ne l'oublions pas. Il n'y a pas si longtemps encore, le Congo a connu une guerre civile. Et les blessures ne se sont pas encore cicatrisées à la date d'aujourd'hui. Donc, toute décision sensible doit être prise dans la concertation de l'ensemble de la population, dans un esprit d'apaisement. Eh bien, Luc Bertin Nitumbi, je le disais, vous êtes cadre juridique dans les assurances et vous êtes également secrétaire général de l'association Diaspora Congo-Brazzaville DCB basée en France. Eh bien, pour également, vous également et à nos auditeurs, pour devoir de mémoire, je vous propose d'écouter un discours d'il y a quelques années, le discours de Denis Sassou Nguesso. Nya nya! Nya nya! Pendant de longues années, nous nous sommes battus pour la paix, pour l'unité nationale, et nous en avons donné les preuves. Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais nous n'accepterons que soit
organiser des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de mépriser sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. Je lance un appel à tous les dirigeants de ce pays, au président de la République, pour que la paix et l'unité nationale ne soient pas mises en danger. Eh bien, Luc Bertin Nitumbi, est-ce que vous reconnaissez maintenant ce grand homme du Congo-Brazza, Denis Sassou Nguesso, après quelques années dans son discours? Non. Alors, je veux bien être clair sur ce point précis. Je n'ai personnellement rien contre la personne du président Denis Sassou Nguesso et l'association Diaspora Congo-Brazzaville non plus. En l'état actuel, il est président de la République du Congo d'un point de vue constitutionnel. Donc, c'est pas à moi, citoyen, de parler des institutions de la République, hein, comme certains veulent bien en parler en appelant les uns et les autres par des noms d'oiseaux. Je crois qu'un démocrate, c'est celui qui respecte la Constitution tant qu'elle est en vigueur et les institutions qui vont avec. Le discours, cela dit, sur le point du discours que venait de faire passer à l'antenne, hein, le président Sassou était à cette époque dans son rôle d'opposant. Et vous aurez noté, comme par hasard, quand on est opposant, on se trouve des vertus démocrates, de très grands démocrates même. Et quand on arrive au pouvoir, ben, ces vertus, on semble les oublier, parce qu'il n'y a plus qu'une chose qui vaille à ce moment, c'est préserver son pouvoir à tout prix, coûte que coûte, même si on doit faire une entorse à la démocratie. Si le président Sassou Nguesso, de mon point de vue, réécoutait ce discours, s'en imprégner, je crois qu'il aurait compris que le projet de changement de constitution crée un réel malaise dans ce pays. Tel qu'il a été conçu, du moins, ça crée un profond malaise. Que ce projet de changement constitutionnel divise au-delà du pays. Que ce projet de changement de constitutionnel a induit des morts, que le sang des Congolais a été versé sur cette terre à cause d'une décision de changement de constitution. Très honnêtement, est-ce que la vie d'un être humain, la vie des Congolais, dont il doit être le garant de leur bien-être, vaut moins qu'une décision de changer la Constitution? Justement, Luc Bertin Nitumbi, parlant justement du projet de changement de constitution, de ce référendum. Alors, si la constitution congolaise prévoit un référendum populaire, alors pourquoi l'opposition rejette-t-elle en bloc ce processus? Alors, de mon point de vue, les textes en eux-mêmes déjà, et ça c'est en tant que juriste, hein, les textes en eux-mêmes déjà ont un problème, c'est qu'ils sont inanimés. Ce sont les hommes qui leur donnent vie. Ce qui fait que les hommes peuvent faire dire au texte tout et leur contraire. Sur le projet constitutionnel, on trouvera des Congolais, juristes, pour dire que le président est dans son droit. Et on en trouvera aussi pour dire que le président n'est pas dans son droit. Et ça sera un débat sans fin. Moi, je porte le débat, je porte le curseur sur un autre point. Au-delà de la légalité, de la légitimité de la décision du président de vouloir changer la Constitution. Mais cette décision était-elle opportune? Ça, c'est la question que je me pose. C'est là où il faut placer le curseur. Était-elle opportune?
Est-ce que cette décision de changer de constitution s'est faite dans un esprit de consensus, dans une volonté de consensus? Parce que le changement de constitution, et je l'ai rappelé au début d'antenne, la constitution c'est l'âme d'un pays. C'est le creuset qui garantit les libertés individuelles, les droits des uns et des autres. C'est le creuset qui garantit l'optimisation du fonctionnement des institutions de l'État pour l'intérêt des Congolais. Donc son changement, ça doit être un lieu de consensus. Ça doit même être un élément, un moment de liesse populaire. Parce que tous les Congolais auront à cœur, effectivement, de vouloir aller pour changer de la Constitution après un large consensus. Justement, Luc Bertin Nitumbi, parlant justement de ce référendum, jusque-là, le référendum n'est pas encore annulé, selon nos informations. Alors, on a vu quand même le même cas. Il y a quelques mois au Burkina Faso où l'opposition craignait la fraude. Est-ce le même cas au Congo-Brazzaville? C'est que l'opposition ne croit pas quand même aux élections qui ne sont pas souvent transparentes en Afrique francophone. Dans lesquelles il va s'organiser. Il faut bien reconnaître une chose. Entre la décision du président de la République de soumettre à référendum et la date du référendum, très honnêtement, il y a tout lieu de penser. Et moi, j'ai constaté que tout cela s'est fait dans la précipitation. On ne prend pas un acte aussi grave. On ne passe pas à l'acte dans cette précipitation-là. Ça, c'est le 1. Deuxièmement, aujourd'hui, on ne décide pas de l'avenir d'un pays sans consulter l'intégralité des citoyens. Ça, c'est 2. Troisièmement, aujourd'hui, on ne consulte pas un corps électoral alors que l'on sait pertinemment que le recensement est très contesté. Comment voulez-vous que les résultats qui vont sortir d'un référendum dans ces conditions soient crédibles? La problématique, elle est là. Et je peux comprendre l'opposition qui ne veut pas aller à ces élections parce que justement, ce serait servir de faire valoir au président de la République, sachant que les résultats de toute façon sont publiés à l'avance. Donc c'est comme le même cas qui s'est posé au Burkina Faso où l'opposition avait tout fait pour éviter ce référendum et par finir, là, voilà, le peuple burkinabé a mis fin au régime de Blaise Compaoré. Alors, Denis Sassou Nguesso, lui, pense qu'il a le droit, la constitution congolaise lui donne le droit d'organiser un référendum. C'est justement pour ces raisons également, je pense, que François Hollande soutient que Denis Sassou Nguesso a le droit de consulter son peuple justement pour ce référendum. Alors, Luc Bertin Nitumbi, vous êtes Congolais, vous êtes de la diaspora, secrétaire général de l'association Diaspora Congo-Brazzaville, DCB, basée en France. Alors, cette sortie de François Hollande a créé de vives émois dans l'opinion africaine, surtout congolaise. Est-ce que vous comprenez la position de François Hollande? Je ne la comprends pas. La diaspora congolaise ne la comprend pas. Et je crois que peu de démocrates congolais la comprennent. On a l'impression que de la part de ces dirigeants, la démocratie est bien chez eux, mais c'est un luxe pour l'Afrique. Je ne suis même pas sûr que le président François Hollande ait lu cette constitution. Je ne suis même pas sûr qu'il s'est laissé imprégner par le contexte même de cette constitution. Et je voudrais lui rappeler qu'il y a bien des mois de cela, il avait attiré l'attention des présidents qui manipulaient la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Il a bien avalé sa parole. Et d'ailleurs, il a tellement compris qu'il a fait une gaffe, une bourde énorme, qu'il a fait un rétropédalage. Mais, je voudrais vous dire, mon cher Sylvain Amos, lorsque la vie d'une nation est en jeu, lorsqu'il y a des pertes de vie humaine, alors la séance de rattrapage n'est pas permise.
et surtout de la part d'un dirigeant, d'un pays dont l'impact est important dans les anciennes colonies. Le président Hollande doit se souvenir que la France libre a eu pour capitale Brazzaville. Et à Brazzaville, aujourd'hui, le sang des Congolais coule. Quand le sang des Français de race blanche coulait à Paris, la capitale de la France libre est à Brazzaville. Et c'est l'ensemble des colonies qui s'est battu pour sauver la métropole. Et De Gaulle, dans son discours, il a tellement bien compris qu'il a dit qu'avec les Alliés, la France a été libérée. Mais avec les colonies, la France a été vainqueur. Parce que sans la France libre, De Gaulle n'aurait pas eu la reconnaissance de la Société des Nations. La France n'aurait pas eu l'autorisation de pouvoir lever des fonds. Et donc, en réalité, à la libération, la France, sans reconnaissance statutaire, aurait eu le statut d'un pays occupé, libéré. Et il aurait été sous protectorat américain. C'est ce que De Gaulle avait compris. C'est ça qu'il a tout fait avec Churchill pour que le statut de la France libre soit reconnu. D'accord. Alors, le président François Hollande devrait s'en inspirer et ne pas oublier l'histoire. Et surtout, ne pas se moquer des Congolais. Eh bien, Luc Bertin Nitumbi, jusque-là, aucune information ne fait état de l'annulation du référendum à l'heure où on s'entretient avec vous. Et justement, malgré des manifestations violentes qui ont engendré 8 morts selon le gouvernement et 20 selon d'autres sources, notamment de la société civile congolaise. Alors, Luc Nitumbi et Bertin Nitumbi, pensez-vous vraiment que le peuple congolais restera-t-il malgré tout déterminé comme on l'a vu tout récemment au Burkina Faso? Alors, tout d'abord, je ne souhaite pas qu'il y ait davantage de morts. Je ne souhaite pas qu'il y ait l'embrasement de la situation au Congo, comme cela a été le cas au Burkina Faso. Parce qu'aucune vie ne mérite d'être emportée de la sorte. À la date d'aujourd'hui, effectivement, à l'heure où nous parlons, aucun communiqué en portant annulation de ce référendum n'a été diffusé. Et je ne peux que le déplorer. Parce que comment voulez-vous, à l'heure où des Congolais pleurent leur mort, à l'heure où certains sont dans la détresse et le dénouement le plus total, une autre partie du Congo peut aller faire la fête en allant voter. Comment des Congolais peuvent aujourd'hui aller voter librement? Beaucoup vivent dans la torpeur. Beaucoup n'iront pas voter. Alors, aller voter, ça servira en définitive à quoi? Les résultats qui en sortiront serviront à quoi? Peut-être simplement, dans le cadre des négociations futures, dire que voilà, il y a eu un référendum, le peuple a voté majoritairement oui. Voilà. À la limite, moi, je peux encore négocier ceci ou cela. Mais voilà, je suis en position de force. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on attend de notre président de la République. D'accord. On attend de lui qu'il se mette au-dessus de la mêlée, qu'il soit le véritable père de la nation. C'est le président qui est resté le plus longtemps au pouvoir. Justement, il faut quand même rappeler à nos auditeurs qu'il a fait quand même 31 ans au pouvoir, et Denis Sassou Nguesso. 32 ans même au pouvoir. C'est le président qui est resté le plus longtemps au pouvoir. Donc, logiquement, il doit sentir battre l'âme du Congo. C'est celui qui doit être le mieux à même de comprendre le Congo profond, de sentir à quel moment ce Congo pleure,
À quel moment ce Congo est heureux? Et je lui demande, en tant que citoyen congolais, qui n'est pas encarté politiquement, qui respecte les institutions, qui lui reconnaît aujourd'hui sa qualité de chef d'État, président de la République. Je lui demande du fond du cœur, et avec tout le respect que je lui dois en tant qu'institution, en tant que premier magistrat du Congo, je fais appel à cette fibre patriotique. Je fais appel à son sens du devoir. Je fais appel à sa hauteur d'esprit. Je fais appel à ce lien indéfectible qu'il a uni avec le Congo pendant 32 ans. Ce n'est pas donné à n'importe qui de diriger un pays pendant 32 ans. Et d'être dans ce lien quasi mystique, je lui demande de prendre une décision de sagesse, de ne pas regarder l'opposition. Et c'est là où je vais en venir. Mais justement, Luc Bertin Nitumbi, je suis vraiment désolé de vous interrompre. Là, vous lancez un appel à Denis Sassou Nguesso de repousser chemin, de renoncer à ce référendum. Mais je pense que la position du président Denis Sassou Nguesso est claire. Jusque-là, le référendum n'est pas annulé. Alors, vous parlez de torpeur tout à l'heure. Effectivement, la peur règne actuellement dans le pays, au Congo-Brazzaville. Nous avions contacté des Congolais de la société civile depuis Brazzaville. D'abord, il faut le dire, les liaisons téléphoniques dérangeaient, mais on sent quand même une peur, et quand déjà contactés ne veulent pas parler pour l'instant. Est-ce que vous avez la même information là, que fait concrètement la société civile au niveau de la diaspora et même au Congo-Brazzaville pour quand même faire un combat, faire un front commun, comme on l'a vu tout récemment au Burkina Faso? Oui, la société civile s'organise avec les moyens qu'elle a. Pour l'instant, ce moyen, c'est la mobilisation, l'interpellation de toute bonne volonté capable de contribuer à une solution de sortie de crise. Quant à la population qui est sur place, nous, encore la diaspora, on ne vit pas dans le quotidien la torpeur. Donc c'est à nous de mobiliser tous nos réseaux possibles pour essayer de parvenir à une solution de sortie de crise. Mais la population sur place, elle est apeurée, vous vous en doutez bien. C'est tout à fait normal, ils ont fait leur job. Donc vous confirmez la même information que nous, on a eu à contacter des Congolais qui ne veulent pas parler parce qu'ils ont eu la peur. Ils disent qu'ils sont mis sur écoute, qu'ils ne peuvent pas parler pour l'instant. On a même entendu que des chefs de position sont également... s'ils ne sont pas arrêtés, ils sont recherchés par la police. Donc il y a une peur actuellement au Congo-Brazzaville. De toute façon, des informations qu'on a, de celles qui circulent sur les réseaux sociaux, c'est que la plupart des quartiers sont quadrillés par la police et l'armée. Donc vous comprenez très bien que la population démunie ne peut pas non plus s'aventurer à vouloir manifester comme elle le souhaiterait. C'est pas possible. Et à leur place, on ferait la même chose. C'est la raison pour laquelle nous, la diaspora, qui ne vivons pas ce contact quotidien, qui sommes dans des pays où on peut facilement s'exprimer en toute liberté, c'est à nous d'user de cette liberté-là pour mobiliser tous les réseaux pour qu'effectivement une solution de sortie de crise soit trouvée. Les Burkinabés l'ont fait. Aujourd'hui, on est en contact. La diaspora est en contact avec la diaspora burkinabé. Parce que la diaspora burkinabé a été à l'œuvre. Exactement. Et comme la diaspora tunisienne aussi. Donc, du coup, la lutte devient une lutte panafricaine. Alors, et c'est là justement où je veux intervenir. On parle beaucoup de panafricanisme. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne le vit pas suffisamment. Ça, c'est clair, c'est une vérité. On ne le vit pas suffisamment. Parce que l'avenir de chaque pays, de chaque composante de l'Afrique, c'est le panafricanisme. Aujourd'hui, aucun pays africain ne peut vivre en autarcie.
dans ce panafricanisme, nous devons le vivre au quotidien. Et je regrette même qu'avec toutes les intelligences qu'il y a en Afrique, toute cette velléité panafricaine qui surgit des cœurs, je m'étonne même qu'il n'y ait pas, à la date d'aujourd'hui, chaque année, un congrès panafricain où les Congolais, la jeunesse congolaise, les moins jeunes, les plus jeunes, se retrouvent et parlent de l'Afrique, parlent de son développement, parlent de l'avenir et prennent des résolutions que nous pourrons imposer à nos dirigeants, que nous pourrons imposer au reste du monde et chaque année faire le point sur ces résolutions, sur les avancées concrètes. Parce qu'il faudra bien que les peuples se lèvent. Et quand les peuples se leveront en chœur, c'est certain, aucun dirigeant ne pourra faire front. L'avantage des dirigeants d'aujourd'hui en Afrique, c'est qu'effectivement, ils n'ont en face personne. Ils n'ont pas en face un peuple qui se lève à l'unisson. Et ils ont encore moins en face une opposition crédible. Et le drame de l'Afrique, il est là. Le drame du Congo, il est là. Il n'y a pas d'opposition crédible. Donc l'opposition, vous pensez que l'opposition congolaise, elle est manipulée également, hein? C'est ça? J'aurais pas utilisé ce genre de mots. Ce sont mes aînés, je leur dois le respect. Mais qu'ils me comprennent aussi. La plupart des opposants aujourd'hui ont été engraissés par le système. Ils ont été faits par ce système. Et ils ont bénéficié des avantages indus que procure le système. Et aujourd'hui, quant à l'opération du Saint-Esprit, ils sont du côté du peuple. Ce peuple qui n'ont pas regardé entre-temps. Est-ce que seulement vous avez entendu un opposant dire au peuple « Pardon pour ce que j'ai fait. Je vous ai ignoré pendant toutes ces années où je me gavais. » Est-ce que vous avez entendu un opposant dire « Pardon, je vais rapatrier ce que j'ai pris. » Aujourd'hui, il y a des Congolais qui sont désœuvrés. Il y a des Congolais qui ont été tués, qui ont perdu leur vie. Et à ces familles-là, est-ce que ces opposants qui ont amassé tant de richesses, ils ont pourvu aux obsèques? Tous ces blessés qui sont dans les hôpitaux, ces opposants ont pourvu de manière à ce qu'ils puissent procurer à ceux-là des soins? Je n'en suis pas certain. Et c'est ça le drame. C'est que l'homme politique, quel qu'il soit, de quelque bord qu'il soit, pense d'abord à la conquête du pouvoir ou à la préservation de son pouvoir. Eh bien, très peu à l'intérêt du peuple. Ça, c'est clair. Et c'est le peuple qui doit comprendre justement qu'il ne peut compter que sur lui-même. Ça, c'est clair. Les peuples africains ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Justement, les Congolais de Congo-Brazza ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Là, vous lancez un appel à la société civile, à chaque Congolais de s'organiser. Là, à la lutte où vont les choses, hein, Denis Sassou Nguesso va arriver à ses fins. Alors là, ne craignez-vous pas justement le retour des vieux démons où dérive des années 90, Luc Bertin-Itumbi? Eh bien, j'espère que non. J'ai l'espoir qu'il y a un mouvement irréversible qui s'est engagé. D'accord. J'ai espoir. Et je crois en ce mouvement irréversible des peuples. Quel que soit le résultat du référendum de dimanche, la pression ne va pas lâcher. Et je crois que ce mouvement qui a commencé ne fait que commencer, justement. Il va se poursuivre. La pression va se poursuivre. Et j'ose espérer que les Congolais comprendront, même ceux qui auront voté pour le oui à un moment donné, ils comprendront que nous avons tous une communauté de destin. Ne jouons pas les uns contre les autres. Nous sommes le peuple et nous devons demeurer unis. C'est à ce peuple qui a voté oui aussi que les autres, nous par exemple qui sommes pour différer ce référendum, nous devons aussi leur tendre les bras, ne pas les annexer, mais leur faire comprendre que nous avons une communauté de destin, que nous n'en voulons pas à tel homme politique ou tel homme politique, mais simplement nous voyons plus loin que le bout de notre nez. Nous voyons plus loin. On ne peut pas indéfiniment se laisser imposer la volonté par quelques personnes politiques.
Les Congolais ne peuvent pas indéfiniment assister à ce que leur histoire soit écrite par d'autres ou par quelques-uns. Non, c'est pas normal. L'histoire, c'est tous et ensemble que nous devons l'écrire. Le Congo n'avait pas besoin de référendum. Le Congo n'a même pas besoin, à la date d'aujourd'hui, d'élections. Parce que tout ça, ça crée de divisions. Et notre pays a suffisamment souffert. Le Congo et les Congolais ont besoin de se retrouver tous, de palabrer, de discuter, de pointer le doigt sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, de dire quelle est la société que nous voulons bâtir, quel est le Congo que nous voulons bâtir, dans lequel nous souhaiterons vivre, vieillir et léguer à nos enfants. C'est de ça dont nous devons parler ensemble. Et une fois que nous aurons trouvé, nous aurons identifié ce Congo que nous voulons bâtir, alors là, oui, il nous faudra trouver la Constitution qui sera le vecteur, justement, de ce Congo-là. Mais on ne met pas la charrue avant les bœufs. Déterminer une Constitution, alors qu'on n'a pas encore discuté ensemble de ce qu'on voudrait faire. Et c'est ce que je regrette dans cette décision précipitée de changement de constitution. Ça, c'est clair. Eh bien, Luc Bertin Nitumbi, le vin est tiré, il faut le boire. On verra bien si les Congolais vont s'organiser comme on l'a vu tout récemment au Burkina Faso, car il faut qu'on dise cette vérité. Et ce sont ces révolutions en Tunisie, en Égypte, inspire. La révolution subsaharienne au Burkina Faso inspire bon nombre de pays en Afrique francophone. On verra si les Congolais vont rentrer également dans l'histoire. Alors, quelle va être l'attitude de la diaspora, surtout et au-delà des Congolais, dès le lendemain d'un éventuel changement constitutionnel et selon les plans de Sassou Nguesso? Eh bien, en tout cas, au niveau de l'association, nous allons nous réunir. Nous allons préparer un communiqué que nous allons diffuser. Il est temps que la diaspora rentre en contact avec d'autres diasporas, que ce mouvement ne soit pas qu'un mouvement congolais, qu'il soit un mouvement panafricain. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, je suis triste pour mon pays, mais en même temps, je suis plein d'espoir, parce que je sens qu'il y a un mouvement irréversible qui s'est mis en marche et que nul ne pourra arrêter. Et je crois, et je formule le vœu que les Congolais de tous bords puissent se retrouver, comme je l'ai indiqué. Nous avons pu, par le passé, nos ancêtres, ils arrivaient à trouver des solutions grâce au Mbongi. Le Mbongi qui était le lieu de rencontre où toutes les personnes du village se retrouvaient pour parler des problèmes. Et le chef était notamment celui dont on disait qu'il ne voyait jamais le diable. Le chef n'est jamais là pour dénoncer. Le chef n'est pas là pour attiser la haine, attiser la peur. Il est là pour calmer, dans l'intérêt de la population, dans l'intérêt du village. Et je demande au président Denis Sassou Nguesso, avec tout le respect que je lui dois, eu égard à sa fonction de président de la République, d'être ce chef-là qui se révélait au moment du Mbongi. Parce que la décision de persister dans ce référendum crée des troubles, fait couler de sang. C'est pas ce vers quoi un chef doit conduire ses troupes. Donc c'est la raison pour laquelle nos diasporas, nos sociétés civiles, nous resterons unis, nous maintiendrons la pression. Nous n'avons rien contre sa personne, et je tiens à le préciser. Mais nous aimons ce pays et nous voulons donner d'autres perspectives à ce pays. Nous voulons dire que nous, peuple, nous existons dorénavant. Vous ne pouvez pas construire ce pays sans nous. Vous ne pouvez pas écrire l'histoire de ce pays sans nous. Nous sommes le peuple, la voix du peuple et la voix de Dieu. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup. Également, à Fenêtre sur l'Afrique, nous sommes la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Merci infiniment, Luc Bertin Nitumbi, cadre juridique dans les assurances et secrétaire général
de l'association Diaspora Congo-Brazzaville, DCB basée en France. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et en tant que panafricain, nous sommes ensemble. À très bientôt et bonsoir. Merci Sid Amos, merci Radio Canal K et à très bientôt. Bonsoir aux auditeurs.